Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre ici au sommet Climate Change à Nantes, donc le sommet des acteurs non étatiques. Alors c'est pas très adapté à notre table ronde puisque là nous sommes justement avec des acteurs que l'on peut appeler étatiques puisque engagés dans l'écologie mais sur un plan politique, et on va essayer de savoir quel est le climat dans l'isoloir. Ça, c'est une formule de Samy Cheikh Moussa de Place to Be qui va vous expliquer dans un instant ce qu'il entend par là. Mais l'idée de nos invités que je vais vous présenter dans un instant, c'est d'expliquer ce qu'ils font en tant qu'élus ou en tant qu'acteurs de la société civile, mais pour inciter les élus à agir dans le domaine de l'écologie, et comment faire en sorte donc, que ça se transmette dans l'action. Hein, c'est tout l'enjeu aussi 10 mois après la COP21. Et puis au-delà de cela, qu'est-ce que ça veut dire faire de l'écologie quand on est dans le domaine politique? Alors je vous présente sans plus attendre les gens qui sont autour de moi. On commence par une dame, hein. Julie Laernous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère municipale de la ville de Nantes et vice-présidente de Nantes Métropole, et vous êtes plus particulièrement spécialisée dans tout ce qui est énergie. Énergie, transition énergétique, même l'empreinte écologique et le développement durable. Ça fait un gros portefeuille, ça, non? Ça fait un gros portefeuille, mais ça fait aussi plein de choses assez intéressantes à mettre en mouvement sur le territoire. Alors Nantes, en quelques mots, combien d'habitants? Sur Nantes Métropole, on est à 600 000 habitants. C'est une métropole qui est composée de 24 communes, dont la ville-centre qui est Nantes. Aujourd'hui, sur le climat, on a pris des engagements assez forts, puisque Ronan Dantec, qui a été un peu pionnier dans la reconnaissance des villes à l'échelle globale, parce qu'on peut se poser la question du rôle des villes sur un problème qui est quand même global et qui n'est pas local. Et donc, il a quand même été pionnier dans dans la reconnaissance des villes comme acteurs majeurs sur le climat. Voilà, Ronan Dantec, qui est donc sénateur de Loire-Atlantique et qui est à l'origine de ce sommet Climate Change. On va y revenir. À ma droite, Frédéric Vallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du Conseil des communes et des régions d'Europe. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce que c'est. Alors, le Conseil des communes et régions d'Europe est une organisation qui existe depuis 1951 et qui a pour but de représenter les communes et les régions de toute l'Europe, 41 pays, au niveau européen, et en même temps d'être la section européenne d'une organisation mondiale qui représente les villes auprès des Nations Unies. Donc nous, notre travail, il est double. Il est à la fois un travail de représentation, un travail d'affirmation politique des communes, des villes, des régions, des provinces au niveau européen, et en même temps un travail de sensibilisation, de mise en relation des communes. On a beaucoup travaillé à l'époque de la création du CCRE sur les jumelages, par exemple, en Europe, mais aujourd'hui on développe des politiques, toutes les politiques qui ont une résonance au niveau local, et elles sont de plus en plus nombreuses. Et en particulier, toutes les politiques liées au développement durable, à l'énergie, au climat et à l'environnement. Et ce n'est pas facile, vous allez nous expliquer ça dans un instant. Et à ma gauche, Joël Labbé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sénateur du Morbihan aujourd'hui, mais vous avez été maire aussi pendant 20 ans de Nolf, une ville de 4000 habitants, c'est ça? Oui, Saint-Nolf dans le Morbihan. Saint-Nolf, j'ai oublié le Saint. C'est près de 4000 habitants maintenant, oui. Donc vous avez une double expérience, j'ai envie de dire, d'élu local et puis à un échelon un petit peu plus large de sénateur. Alors j'ai surtout une grande expérience d'élu local. Le mandat de maire, c'est le plus beau des mandats qui soient. Mais ensuite, je me suis fait une expérience de sénateur parce que j'ai pris le risque d'être élu, puisque j'ai été candidat, j'ai été élu sénateur du groupe écologiste du Sénat. On est 10 écologistes, et donc j'ai quitté la mairie. Évidemment, j'étais contre le cumul des mandats, et je vois la différence entre cumuler et ne pas cumuler. Là, je peux me consacrer totalement à mon mandat de sénateur, tout en restant en lien avec les élus locaux, parce que ce lien est essentiel avec les élus locaux, mais aussi avec les citoyens, avec la société civile organisée que sont les ONG. Et je me régale, si on peut parler comme ça, de cette manière de travailler.
Un sénateur heureux, c'est formidable, ça. Et donc, vous nous expliquerez... Non, vous n'êtes pas heureux? Si, heureux, Oui. mais pas assoupi. Ah. Parce qu'il faut faire gaffe aux images parfois. Donc, heureux et actif, mais comme plein de sénatrices et sénateurs, je tiens à le dire. C'est une assemblée où on bosse contrairement à cette réputation abominable qui nous a été faite. Ah oui, vous n'êtes pas pour la suppression du Sénat dans la prochaine Constitution, s'il y en a une. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Alors le Sénat devrait évoluer. Sa suppression, je me rends compte de l'importance du bicamérisme, mais qui est un mixte Sénat élu et Sénat émanation du CESE peut-être. Ça, c'est à réfléchir. En tout cas, nos institutions doivent évoluer. D'ailleurs, notre Constitution doit évoluer. Je crois que dans les temps rapides qui viennent, il va falloir y penser, bien sûr. Alors, on va y revenir. Samy Cheikh Moussa, donc de Place to Be, je ne sais pas si on vous présente encore. Oui, quand même un petit peu, oui. Tout d'abord, un grand merci à vous trois de vous être rejoints à nous. Un grand merci à Anne-Cécile d'animer cette table ronde avec moi. Nous avons eu l'idée de cette table ronde quand Climate Change nous a contactés pour venir animer des tables rondes sur ce plateau média. La question, elle était de se dire effectivement, rendez-vous des acteurs non étatiques, mais finalement les acteurs non étatiques, c'est la société civile, c'est les citoyens. Et Place to Be parle régulièrement aux citoyens, c'est notre raison d'être, c'est de recréer un récit qui unit justement les différents acteurs de la société civile sur les questions de climat et de transition. Et on s'était dit, c'est pas parce qu'on parle à la société civile qu'il n'y a pas beaucoup de questions qu'on doit encore poser à nos élus et aux gens qui travaillent avec les élus. Et parmi ces questions-là, on s'était dit que Climate Change, c'était l'occasion de leur poser une question qu'on leur pose peut-être pas si souvent que ça. C'est le climat, ça revient combien de fois par jour quand on est élu de local, élu de proximité? Est-ce que c'est une fois par an parce que quand il y a une COP ou parce que vous êtes invité à une table ronde par Place to Be? Ou est-ce que c'est un peu plus souvent que ça? Et est-ce que ça oriente peut-être déjà un peu vos décisions, voire plus qu'un peu? C'était ce genre de questions qu'on voulait se poser avec vous. On va démarrer par ça. Julie Laernous, vous parlez de climat combien de fois par jour ou par semaine ou par mois? En fait, c'est tout le temps. Mais c'est aussi du fait que j'ai la délégation de climat, mais oui, ça un petit aide, peu vrillé, finalement. De fait, ça permet d'en parler relativement souvent, qu'on est interpellé relativement souvent sur le sujet, mais c'est aussi la raison de mon engagement en politique. C'est le fait que par rapport au climat et au réchauffement climatique, il me semblait important de m'engager en politique justement pour avoir des leviers concrets pour agir. Et c'est vrai que le mandat local, Joël venait d'en parler, du mandat local de maire qui était le plus beau mandat. Et je pense également que le mandat de proximité dans les communes ou à la métropole sont des très beaux mandats puisqu'on est vraiment... on voit les personnes, on concrétise réellement des choses sur le territoire et donc on a une certaine satisfaction à voir bouger certaines lignes. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que vous arrivez à faire bouger? On arrive déjà à faire en sorte que le climat vienne un peu interpeller les gens. Parce que quand on parle de climat ou de transition énergétique, c'est quelque chose qui est souvent très abstrait, très loin. Et puis les habitants peuvent se dire pourquoi nous, on ferait quelque chose aujourd'hui, puisque si les autres ne font pas à côté, c'est un peu le scénario... climato-fataliste dont parlait Ronan Dantec, pour ne pas le reciter encore une fois ce matin en plénière, mais il y a cette question de fond. Aujourd'hui, nous, on a un plan climat qui a été mis en œuvre après la Convention des maires, puisqu'on s'est engagé, on a participé activement à la Convention des maires. Et donc, on a pris l'objectif de diminuer de 30% nos émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Et puis, avec ce nouveau mandat, on a souhaité entamer un nouveau cycle. Et donc, on a pris l'engagement avant la COP21 de diminuer de 50% nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. La seule différence entre l'engagement pour 2020 et 2030, c'est que celui de 2020, on a des évaluations qui nous montrent qu'on est sur le bon chemin et qu'on va les atteindre, notamment à travers les réseaux de chaleur, les transports publics, etc. Par contre, pour atteindre les moins 50, il faut une mobilisation beaucoup plus large de tous les acteurs sur le territoire. Et donc, on a clairement expliqué qu'on a adopté un objectif pour notre territoire, mais ce n'est pas Nantes Métropole qui va le réaliser. Bien sûr, on va mettre en œuvre au service de cet objectif nos politiques publiques et toutes nos politiques publiques, mais par contre, il va falloir que tous les acteurs du territoire se mettent autour de la table pour voir comment on agit collectivement pour atteindre cet objectif.
Oui, et puis là, on est en 2016, donc 2030, je ne sais pas si vous serez encore élu. C'est pas. Elle est jeune, oui, elle est jeune, mais- Là n'est pas la question. Après, Non, mais on a est-ce qu'il y a pas chacun un un rapport décalage différent. quand même entre le temps de l'action sur le terrain et le temps du mandat politique? Je pense que le mandat politique communal a l'avantage d'être quand même relativement long. Moi, avant d'être élue, je suis jamais restée dans un emploi plus de quelques années, enfin au maximum. Et donc 6 ans, c'est quand même un engagement relativement conséquent. Et je pense que même si on reste pas jusqu'en 2030, c'est aujourd'hui qu'on engage des actions qui auront un effet sur le long terme. Et donc je pense pas que ça soit forcément incompatible. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez régulièrement, ça, Frédéric Vallier? D'abord, je voudrais réagir à ce que vous venez de dire sur le temps politique. On est très souvent aujourd'hui et de plus en plus dans l'urgence. On gère les crises les unes après les autres, mais on ne se donne pas le temps de préparer une vision et une action dans la durée. Et cette action dans la durée, elle est très importante parce qu'effectivement, 2030, vous dites, c'est long, mais c'est demain, 2030. Les actions qu'on engage aujourd'hui, elles vont avoir un effet peut-être en 2021 ou en 2022. Peut-être que Julie ne sera plus élue. Je lui souhaite de l'être encore. Mais peu importe. Parce que ce qu'on construit, quand on est élu local, on le construit pour les générations à venir. Nantes est une ville fantastique que je connais bien puisque j'y ai aussi habité et travaillé. Mais Nantes est aujourd'hui une ville qui a su se développer de façon harmonieuse, de façon équilibrée, mais c'est un travail qui a commencé à la fin des années 80, quand Jean-Marc Ayrault a été élu maire de Nantes. Et aujourd'hui, on voit le résultat d'une politique qui a déjà plus de 30 ans et qui se poursuit. Et j'espère que les nouvelles générations d'élus vont continuer pour qu'en 2030, effectivement, on puisse atteindre les objectifs qui sont proposés aujourd'hui. Alors, bon, la question me brûle les lèvres, donc on va l'attaquer une bonne fois pour toutes, puis après on passera à autre chose. Mais il y a quand même cette histoire d'aéroport, ici, à Nantes. Comment est-ce que vous vous en sortez avec ces contradictions ? Moi, personnellement, j'ai envie de dire assez bien. Après, je fais partie d'une majorité. Vous pouvez affirmer que vous êtes contre, par exemple ? Je suis opposée à la construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mais en même temps, je fais partie d'une majorité qui est favorable. Donc après, on compose avec. C'est vrai que moi, je préfère aujourd'hui être dans une position plus pragmatique, c'est-à-dire de dire il y a ce projet d'aéroport, il nous semble contradictoire avec les engagements sur le climat, sur la préservation des terres agricoles, etc. Pour autant, sur le territoire de Nantes, je préfère être dans l'action aujourd'hui et d'avancer sur ces questions climatiques que l'aéroport se fasse ou pas, quelque part. Ça sera de toute manière mieux pour notre territoire et pour la globalité si on attaque ces questions sur notre territoire. Joël Labbé, est-ce que ce n'est pas ça aussi, faire de la politique avec cette casquette idéologique, c'est parfois accepter les compromis? Quand on est sénateur, ça ne doit pas être facile tous les jours. Non, le compromis fait partie du jeu. La stratégie fait aussi partie du jeu, dans la mesure où on a des objectifs clairs et qu'on ne se renie pas. C'est toute la nuance entre le compromis et la compromission. Chercher une majorité. Je voudrais revenir sur la question du climat, est-ce qu'on l'a souvent en bouche ou pas. Moi, il se trouve que c'est Rio 92 qui m'a déterminé pour monter une équipe et proposer d'être maire de la commune de Saint-Nolff. Ce qui fait que très rapidement, on s'est engagé en agenda 21 local. On a été la première commune de Bretagne parce que justement l'agenda 21 local donnait de la cohérence. Et je reste un fervent défenseur de l'agenda 21 local partout en France, sur toutes les collectivités. Et si la France entière pouvait être en agenda 21 local, là on ferait avancer les choses. Et donc l'expérience que j'ai eue, moi, comme j'ai des convictions, j'aime l'audace, l'innovation, mais pas l'audace inconsidérée. Oser les choses parce qu'on doit les faire, parce qu'elles sont à faire. Beaucoup communiquer avec la population. Petit exemple, le zéro phyto. Lorsque j'étais maire, on était en agenda 21. Dès 2006, on est parti en zéro phyto et 0-0.
une partie de la population ne comprenait pas, ça gueulait, les herbes qui poussent un peu partout. Mais au fil du temps, on a communiqué sur le pourquoi. On était en agenda 21, on débattait, et ça a marché puisqu'on a été réélu en 2008. Lorsque j'ai été élu sénateur, j'ai participé à une mission d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l'environnement. Ça a confirmé tout le mal que je pensais des pesticides. Sortant de là, je me suis dit, je suis un élu de terrain pragmatique, je ne vais pas rester les mains dans les poches là-haut. J'ai fait une proposition de loi interdisant les pesticides sur les espaces publics des communes, puisqu'on l'avait pratiqué, et j'avais travaillé aussi avec des associations de jardiniers, et donc interdiction aussi dans les jardins domestiques, c'est-à-dire en interdisant la vente au détail dans les jardineries. Ce qui fait que pour les collectivités, l'application, c'est là, 1er janvier 2017, et pour les jardiniers, 1er janvier 2019. Là, c'est lié directement avec le climat, biodiversité, climat, qualité de la terre, des sols. C'est une petite chose, mais c'est une application concrète de ce qui est fait sur le terrain. Alors maintenant, beaucoup d'élus locaux me disent, alors il y a ceux qui disent c'est très emmerdant parce qu'on n'était pas dedans et on est obligé de le faire à cause de cette loi, mais tous ceux qui en étaient convaincus, qui me disent merci vraiment que ce soit inscrit dans la loi et que ça puisse s'appliquer partout. Et d'ailleurs, on va pas en rester là. On a la possibilité ensuite de résolution européenne, et via très, très prochainement une résolution européenne, on va demander à l'Europe de s'en saisir, puisque la France a réussi à interdire. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas interdit partout en Europe sur les collectivités publiques et les jardins domestiques. Je vais rebondir là-dessus peut-être rapidement, parce que je trouve ça intéressant. On a l'impression que finalement le climat, vous en parlez régulièrement, c'est devenu un sujet qui impacte tout le reste, mais en fait c'est aussi un sujet qui facilite le fait d'étendre et de collaborer, j'ai l'impression. C'est-à-dire que l'élu local, qui est un peu donc voilà, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour représenter ce type d'élu-là. Grâce au climat, ou en tout cas par le climat et par ces questions de transition, il ne peut plus du tout être tourné que vers le local. On est systématiquement maintenant à essayer d'agrandir, de renforcer ces actions. Et quand vous dites la ville de Nantes, ensuite on est à l'échelon métropole. Ici, à Climate Change, on voit bien qu'effectivement, tout fonctionne ensuite derrière sur des coalitions et que les villes s'entraident. Mais finalement, donc, est-ce que ça a encore un sens de parler uniquement de local ? Est-ce que le climat, est-ce que le travail du climat, il n'est pas que par l'Europe ? Je dirais même par le monde, parce que ça fait longtemps qu'on sait que le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières des communes, ni aux frontières des États. Et en fait, ce qui a été mis en place progressivement, c'est justement ce rapport au territoire et ce rapport entre les territoires. C'est-à-dire que tout à l'heure, Julie évoquait le travail qui a été conduit depuis maintenant plus de 10 ans pour rassembler les élus locaux entre eux pour agir sur le climat. Je voudrais réévoquer la Convention des maires. C'est une coalition finalement de 6500 collectivités européennes qui se sont engagées à aller au-delà des objectifs des États et de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique. Et cet engagement, il a été porté jusqu'en 2020. Julie rappelait les engagements de notre métropole, mais ce sont les mêmes engagements qui ont été pris par 6500 communes à travers l'Europe. Et aujourd'hui, on est en train de collecter les engagements pour 2030 avec des engagements à 50%, 40% minimum ou 50% de réduction des effets de gaz, des effets de serre. Mais alors avec votre vision quand même assez large, puisque vous disiez que vous fédérez 41 pays, des élus de 41 pays, est-ce que, on ne va pas vous demander de distribuer les mauvais et les bons points, mais est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est une thématique qui prend de l'ampleur en termes de préoccupation dans l'agenda politique au quotidien ? Bien sûr. Je crois qu'il y a encore 10 ou 15 ans, d'abord quand on allait dans des réunions internationales sur le climat, en représentation des collectivités territoriales, on nous disait « mais qu'est-ce que vous faites là ? Ça ne vous regarde pas. C'est les États. Qu'est-ce que vous faites là, les élus locaux ? Mais pourquoi on parlerait aux élus locaux ?» Alors, la société civile était déjà très organisée, très présente. Mais progressivement, on a vu que ça a changé, parce que maintenant, aujourd'hui, et on l'a vu à Paris l'an dernier, aujourd'hui, les premiers acteurs ciblés, ce sont les maires, ce sont les communes. On dit on ne pourra rien faire sans l'engagement des villes et des territoires. Et ça, c'est un changement énorme. Et évidemment, les élus locaux ont conscience que
leur rôle, il est très important. Les collectivités ont un rôle très important, et pas seulement avec des élus dont c'est la spécialité, j'allais dire, qui ont à cœur d'agir sur ces thématiques-là, mais ce sont toutes les thématiques des villes qui sont concernées. Vous savez, dans l'égalité des genres, il y a une politique qu'on a menée pendant des années qui est le gender mainstreaming. Excusez-moi de parler en anglais, mais j'ai trop Vous l'habitude. allez traduire. Ben, je ne sais même pas comment on dit en français le mainstreaming, vous voyez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que le climat, c'est pareil. On est dans le climate mainstreaming, c'est-à-dire que toutes les politiques publiques doivent intégrer la question climatique dans l'élaboration, dans leur propre élaboration, que ce soit le transport, que ce soit le logement, que ce soit le bâtiment public. Il n'y a pas une politique qui ne doit pas prendre en compte cette question climatique, parce que sinon on n'atteindra pas les 2%, les 2 degrés ou les 1,5 degrés qu'on a promis d'atteindre avec la COP21. Alors là, si on vous écoute tous les trois, on se dit, mais alors tout va bien, finalement, c'est formidable, le problème est réglé, puisque tout le monde est convaincu, 6500 élus, vous vous dites, Julie, qu'il n'y a pas de problème, à Nantes, vous arrivez à faire passer ce que vous voulez, vous, c'est pareil, Joël Labbé, vous dites au Sénat, j'arrive à faire passer ce que je veux. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même pas complètement la réalité, donc j'aimerais bien que vous nous disiez... Alors attention, parce que c'est 6500, il y a 120 000 collectivités territoriales en Europe. Oui, donc voilà, j'aimerais qu'on parle des autres un peu, hein, relativisons. Est-ce que quand même il n'y a pas des freins, des blocages, je ne sais pas, Julie Laernous, au quotidien, j'imagine que vous avez affaire, par exemple, à des lobbies, si vous occupez de transition énergétique. Si vous me dites non, je vais douter un peu de votre crédibilité. C'est pas forcément une question de... Les lobbies vont pas interagir avec moi personnellement ou ad nominem. C'est pas comme quand on est parlementaire. Quand on est élu local, on a forcément des relations avec certains grands groupes qu'il faut aussi faire évoluer vers une transition énergétique. La transition énergétique, elle est inclusive. Il ne s'agit pas de prendre que les convaincus et de les amener plus loin. Il s'agit d'emmener tout le monde. Donc ces lobbies ou ces discussions, il faut justement les poursuivre et emmener tout le monde dans la même direction. Moi, je dirais que le plus grand frein pour le climat et la transition énergétique, au-delà d'être quelque chose d'abstrait et peut-être peu concret et lointain, et donc il faut concrétiser et rendre vraiment visible pour les habitants, c'est la question du financement. Les collectivités territoriales qui sont... pas un acteur étatique, donc on fait partie de la société civile des négociations. C'est important de le rappeler parce qu'au démarrage, on avait été présenté un petit peu, mais on est bien sûr une autorité publique, mais on ne fait pas partie des partis qui négocient les COP, donc on est un acteur non gouvernemental. Le frein aujourd'hui, particulièrement en France, mais un peu partout en Europe, c'est qu'on a de plus en plus de responsabilités. On a réussi à s'inscrire dans l'agenda du climat comme acteur incontournable. Pour autant, on a la baisse des dotations de l'État et on a un certain nombre d'actions locales, c'est-à-dire comment on produit de l'énergie à partir de ressources renouvelables sur notre territoire, mais comment on rénove tous les bâtiments, les logements privés. Et pour ça, on a des objectifs chiffrés dans des lois, etc. Mais on n'en a pas les moyens, puisqu'aujourd'hui, l'accès au financement, y compris l'accès au financement européen, qui est souvent lourd et difficile, même pour une métropole comme Nantes, voir quel appel à projet on va pouvoir remplir les conditions, puis on ne va pas être sélectionné la première fois, donc comme on l'a monté, on va la remettre la deuxième fois, et puis les financements, il faut avoir les reins solides, puisque les financements européens, ils arrivent quelque temps après que les actions soient engagées. Et donc la question du financement de la transition énergétique sur les territoires est pour moi une clé ou un frein, en tout cas aujourd'hui. Alors, je comprends bien les financements. Après, je ne sais pas si le cadreur fait exprès, mais moi, je vous vois parler. Et juste derrière vous, c'est assez amusant quand même, au-dessus de votre tête, vous avez écrit EDF. Et en dessous, il y a écrit électricité des choix de long terme. Si le cadreur peut élargir un peu. Donc, vous, avec comme ça EDF derrière vous, en gros, le seul problème en France, par exemple, pour la transition énergétique, c'est le financement.
Il y a une problématique de financement. Après, il y a quand même des habitudes en France, il y a des lobbies qui sont très puissants. Il y a des habitudes en France. Pour autant, c'est peut-être du fait de ma double nationalité, j'ai une approche énergétique un peu différente. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée en France... C'est quoi votre autre nationalité ? Je suis néerlandaise. Et donc, c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un même... chaque État européen a un autre modèle énergétique. Le modèle énergétique français est quand même assez atypique et prédominé par le nucléaire. Et il ne vous aura pas échappé à travers mes engagements que l'énergie nucléaire n'est pas pour moi une énergie d'avenir. Mais pour autant, il est important, on a sur le territoire, par exemple, une centrale d'EDF, une centrale qui fait de l'électricité, qui est la centrale de Cordemais, qui a 2 tranches au fioul et 2 tranches au charbon. Il est évident que pour tenir les engagements sur le climat, il va falloir fermer ce type de centrale, ou en tout cas les emmener vers une transition ou un autre modèle. Et ça, il faut en discuter avec les acteurs. Ça ne se décrète pas non plus, puisqu'il y a les coûts sociaux de la transition énergétique. Il faut mettre l'humain au milieu de cette transition et préparer cette transition. Et je pense que des groupes comme EDF n'ont pas assez bien, ils n'ont pas préparé cette transition. Et aujourd'hui, les coûts sociaux qui vont en résulter vont être peut-être imputés aux méchants écologistes qui veulent fermer les tranches charbon ou au climat. Mais pour autant, il faut aujourd'hui accélérer ce dialogue avec eux pour explorer des nouvelles, parce qu'on ne peut pas... voilà. Donc il y a effectivement ces pressions, mais ça se fait dans un dialogue pour emmener tout le monde vers le même objectif. Joël Labbé. Oui, alors si on parle des lobbies, c'est presque au quotidien que je me rends compte de leur influence encore sur les textes, sur les partis politiques, sur les appareils politiques. Et là, c'est très très net. Lorsqu'on travaillait sur la loi de transition énergétique, le lobbying du nucléaire était présent chaque fois et présent et très prégnant au niveau de certains partis politiques. Je peux parler aussi de l'agrochimie, abominablement. Mais au final, alors, vous dites que je fais ce que je veux au Sénat, je ne fais pas du tout ce que je veux. Par contre, je dis ce que je veux. Personne ne m'empêche de me dire ce que je veux et j'arrive à être un peu écouté. Et les choses sont en train d'évoluer aussi grâce à la société civile organisée, qui se fait entendre. Je vois la Fondation Nicolas Hulot est présente ici, Greenpeace est présent. Ce sont des gens maintenant avec moi, avec nous qui sont des partenaires. Et on s'appuie là-dessus. Maintenant, plus rien ne se fait en circuit fermé. Nos textes sont suivis, où on donne les informations aux ONG et via le net, ça diffuse partout. Par exemple, les pesticides néonicotinoïdes, ils viennent d'être interdits. C'était loin d'être gagné d'avance et c'est grâce à la mobilisation de la société civile. Ce sont ceux qui tuent les abeilles. Oui, c'est une autre forme de lobbying, mais un lobbying positif de ces gens qui sont citoyens, qui sont pères et mères de famille et qui se disent mais pour nos enfants c'est pas de ça qu'on veut. Les jeunes générations qui se disent c'est pas de ça qu'on veut. Et donc le côté, pour moi, la politique va aussi avancer et forcément faire sa transition. Il va falloir qu'elle puisse se démarquer de ce lobbying et prendre la plénitude de ses responsabilités. Voilà, et c'est là où on rejoint le rôle de Place to Be, Samy, c'est que avec ce que Joël Labbé vient de dire, finalement, on se rend compte que ce qu'on dit là concerne les citoyens. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que citoyen, se mobiliser sur des sujets, que ce soit les néonicotinoïdes, les pesticides, l'énergie, etc. Et du coup, ça donne de la crédibilité aux élus derrière. On est concerné dans notre quotidien. Pas seulement par le bulletin de vote. J'aime beaucoup entendre ça parce que finalement, ça retourne un petit peu des questions qu'on entend souvent, où on dit souvent, et particulièrement en France, que les politiques font beaucoup savoir, parlent beaucoup et ne mettent pas suffisamment en action. Et en fait, on voit que là, l'inversion, elle est assez importante parce qu'elle dit qu'au contraire, il y a sur ces sujets-là du climat et de la transition à faire savoir pour impliquer, et ensuite c'est impliquer qui va rendre vraiment possible l'action. Et c'est effectivement indispensable d'avoir une vision qui inclut les élus, les ONG, les citoyens, et pas les citoyens en tant qu'électeurs uniquement. On n'est pas que des électeurs. On est actif un peu plus souvent que 2 jours tous les 5 ans pour caricaturer complètement. Et ça veut dire que les élus, notamment, et je pense que c'est pour ça que les élus de proximité, la question elle est importante, c'est que c'est encore ceux sur lesquels qu'on peut soutenir le plus facilement.
Alors, si on veut être moins positif et moins bisounours, on peut dire ceux qu'on peut suivre, à qui on peut dire quel est notre avis le plus régulièrement, etc. Mais effectivement, ça veut dire qu'au moins ceux qui vont dans la direction qu'on veut qu'ils aillent, on peut les aider à le faire. Et il n'y a pas de baguette magique. Facebook, c'est pas en partageant effectivement un message qui parle de Parlement et citoyens et de la relecture d'une loi qui est proposée au Sénat effectivement sur l'interdiction des phytosanitaires que cette loi elle va passer. Mais ça passe par ça parce que c'est le nombre fait la force. Alors le nombre fait la force pour les élus parce qu'il faut qu'ils aient une majorité, mais le nombre fait donc aussi la force pour les citoyens et pour les associations. Et il y a des lobbies, et les lobbies, c'est pas négatif. Il peut y avoir des lobbies, ceux de la société civile, qui eux font avancer les choses. Frédéric Vallier, justement, est-ce que vous voyez, vous, de plus en plus une évolution avec cette montée en force de la mobilisation citoyenne face à des élus qui doivent se positionner? Parce qu'aujourd'hui, on est à quelques mois de l'élection présidentielle en France, on craint un fort taux d'abstention, parce que les gens se disent, comme dit Samy, finalement, je mets mon bulletin de vote, mais pourquoi je ne m'y retrouve pas? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un décalage entre l'action de la société civile, les convictions de la société civile, notamment sur ces enjeux climatiques, citoyens, et l'action des élus, et comment faire le lien? Moi, je crois que ce qui est difficile, c'est qu'il faut arriver à mobiliser les citoyens aussi. Il y a beaucoup de citoyens qui sont engagés, de plus en plus, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi beaucoup de citoyens qui ne sont pas forcément engagés et qu'il faut convaincre. Tout à l'heure, on parlait des lobbies, mais j'ai envie de dire que le premier lobby de résistance souvent au changement, c'est le citoyen lui-même. Donc il faut trouver des politiques qui répondent à ce que les citoyens attendent et en même temps les accompagner dans le changement. Personnellement, je n'ai pas de voiture. J'en tire pas une fierté particulière. C'est un choix que j'ai fait, mais j'ai des outils qui me permettent de ne pas avoir de voiture. C'est-à-dire que j'habite Bruxelles. À Bruxelles, il y a des services d'autopartage, de voitures en libre service. Il y en a aussi à Nantes, et il y en a de plus en plus. Et il y a des systèmes comme ça qu'on doit inventer encore. Et nous, on permet aux élus, aux villes, d'échanger sur les bonnes pratiques, sur les expériences qui sont conduites pour accompagner le changement et accompagner le citoyen dans le changement. Alors après, la question de la relation du citoyen à ses élus, à sa collectivité, il est essentiel et c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup. Mais il y a un besoin de clarification. C'est-à-dire que le citoyen, aujourd'hui en Europe, il est de plus en plus éloigné de la sphère publique parce qu'il ne comprend plus qui est responsable de quoi, comment agir pour organiser le changement ou faire évoluer la société dans un sens ou dans un autre. Et donc, il y a une forme de détachement et de rejet, finalement, de l'action publique. Et les élus locaux sont ceux qui sont les plus à même de reprendre ce contact citoyen en organisant des sommets comme celui-ci, ouverts à la population, mais en organisant la participation citoyenne et le dialogue citoyen. Et nous, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, ce qu'on appelle en Europe, c'est une gouvernance en partenariat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'État qui serait le méchant État qui ne comprend rien, les parlementaires qu'on ne pourrait pas joindre, les collectivités locales qui seraient forcément vertueuses puisqu'on les défend. On veut éviter ce dialogue un peu stérile en appelant à un partenariat qui se construise entre le local, le régional, le national et le niveau européen pour que les citoyens comprennent qui est responsable de quoi et que finalement les politiques qui sont conduites et élaborées répondent à la fois aux enjeux de société et à l'attente des citoyens pour en faire des citoyens actifs et compréhensifs. Julien Ernous, comment vous réagissez, vous, à cette déconnexion parfois ressentie entre la prise de conscience qu'il peut y avoir justement du côté des citoyens et l'action politique? En fait, c'est un des enjeux majeurs qui est devant nous. Et quand on discute avec d'autres élus locaux qui sont aussi au climat ou au dialogue citoyen, c'est la question. Nous, on a à cœur de faire évaluer nos outils, notre plan climat par l'extérieur. Un cabinet extérieur nous a dit sur la mobilisation citoyenne dans l'espace info-énergie, enfin sur différents types d'animations autour de l'énergie, du climat, nous ont dit c'est très bien, vous touchez 1% de la population. Et en fait,
c'est très bien parce que c'est des gens qui sont très sensibilisés et qui vont immédiatement passer à l'action. Ça, c'est quand on voit le verre à moitié plein. Mais aujourd'hui, il s'agit bien d'aller voir les 99 autres %. Et il y en a beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé, après la COP21, de lancer un grand débat citoyen sur la transition énergétique. On a expérimenté un nouveau dialogue citoyen sur la Loire, qui a été un véritable succès, puisqu'on a eu 40 000 contributions. Aujourd'hui, on va plus loin sur la transition énergétique et on ne va pas discuter de quel objectif on va prendre ensemble, puisque l'objectif, on l'a déjà fixé. Mais on va discuter ensemble du chemin à atteindre et la part d'effort de chacun. Et puis, on ne voulait pas seulement un débat où on débat, parce qu'on a besoin d'action. C'est aussi le sens de l'organisation de Climate Change aujourd'hui, c'est justement comment on échange sur l'action. Et donc, dans ce débat, on va faire expérimenter des citoyens. Il y a des citoyens qui ont déjà des projets, comment on les finance différemment. Et il y en a d'autres qui sont très éloignés, c'est-à-dire la question de l'accès à l'énergie. Parce qu'en tant que collectivité locale, on voit aussi la précarité énergétique qui augmente. Et comment on passe des citoyens passifs quelque part sur l'énergie, parce qu'on paye notre facture d'électricité ou de gaz, mais souvent c'est déconnecté de notre consommation puisqu'on la paye après. Et donc, aujourd'hui, comment on fait d'être juste un citoyen consommateur, mais aussi de passer à un citoyen consommateur et producteur d'énergie. Donc vraiment changer notre rapport à l'énergie. Joël Labbé, sur ce rapport entre les élus, les citoyens et parfois cet éloignement. Oui, donc ce qui se dit et ce qui s'entend, c'est quand même que les élus locaux sont en prise directe, et ça c'est précieux. Donc il s'agit de développer ça plus que jamais, mais aussi les politiques nationaux. On doit se reconnecter. La bulle politique, là, de dire ça, c'est l'affaire des politiques, c'est tous les mêmes. Pour moi, c'est de plus en plus insupportable à entendre. Et on est certes une minorité, mais qui va grandissant et qui veut s'appuyer justement sur la société civile mobilisée pour faire avancer les choses et faire véritablement amorcer, enfin plus qu'amorcer maintenant parce que c'est une nécessité, la transition. Donc la transition dans tous les domaines, mais il y a justement la transition politique qui est absolument nécessaire à faire, à savoir les pratiques politiques, politiciennes. Ça suffit comme ça. Il est temps de regarder les choses en face. Il est temps de parler projet d'avenir pour les générations actuelles et pour les générations futures. Et la jeune génération qui manque justement de perspectives pour se projeter, là, il y a un projet exceptionnel de faire en sorte que la planète, l'humanité survive sur la planète. Ça, c'est fort. Et lorsqu'on en parle, ça m'arrive assez souvent d'aller échanger dans les lycées ou en université. Quand on voit le retour que l'on peut avoir sur ce type de discours, si on y va à fond, là, tout est possible. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir de jeunes élus comme Julie, avec son discours extrêmement posé, extrêmement positif, lucide, eh bien ça encourage et ça donne de vraies bonnes perspectives d'avenir, parce qu'on n'a pas le choix. Lorsqu'on est politique, on n'a pas le droit de dire on ne sait plus comment faire, on doit trouver les solutions. Et j'aime bien citer l'abbé Pierre, la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Voilà, tout simplement, nos responsabilités. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde que l'on peut donc voir sur le site. Exactement, on va retrouver la vidéo assez rapidement sur le site de Place to Be et on attend avec impatience vos commentaires et vos retours sur ce que vous avez entendu. Et à demain pour deux nouveaux plateaux à Climate Change. Merci, bonne soirée. Merci encore.